Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine une jeune autrice de romans. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse. Ils nous ont proposé de promouvoir sur Mademoiselle le roman 10 jours avant la fin du monde et je leur ai proposé d'inviter celle qui le signe à venir me raconter son parcours au micro de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Je suis donc enchantée d'accueillir Manon Fargeton, autrice d'une quinzaine de romans depuis ses 18 ans. Et elle en a tout juste 31, c'est dire si son imagination est prolixe. Naturellement, tu retrouveras toutes les infos et les liens concernant l'œuvre de Manon Fargeton et plus particulièrement son dernier roman, 10 jours avant la fin du monde, dans les show notes de l'épisode, ainsi que dans l'article à lire sur mademoiselle.com. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode, que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et maintenant, place au direct. Je déconne, c'est enregistré. Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente d'être là. Alors, avant qu'on parle de ton œuvre, de ton univers, de tous ces sujets... Ma vie, mon œuvre. Absolument. La première question que je pose toujours à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Waouh. Il y avait côté pile et côté face. Il y a toujours. Ouais. Mais c'était déjà le cas. Il y avait ce que les autres voyaient de moi aussi. Ma mère m'appelait son bébé soleil parce que je rigolais tout le temps, je souriais tout le temps, je chantais, je dansais, je disais je t'aime à mes parents tout le temps. Voilà, il y avait ce truc très lumineux, quoi, en tout cas, très ouvert, très dans l'échange, les câlins, voilà. Et puis forcément, il y a côté face qui était que déjà, les relations aux autres, c'était compliqué. Je comprenais pas comment ça fonctionnait, je comprenais pas comment je pouvais trouver ma place là-dedans. L'école, la cour de récré, tous ces trucs-là, c'était... j'avais l'impression d'être un alien au milieu de tout ça, quoi. Et puis déjà, il y avait un rapport à la nourriture compliqué, alors que j'ai plus aujourd'hui, mais qui a été compliqué pendant un moment, jusqu'à l'adolescence. J'ai jamais été anorexique, boulimique. On n'a jamais mis ces termes-là, en tout cas, mais clairement, il y avait un rapport à la nourriture qui, je pense, était un rapport aux adultes, ce qui est un peu étrange, mais je l'analyse comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais en primaire, ma mère connaissait une des personnes qui nous surveillait à la cantine, et elle s'inquiétait un peu de me voir pas forcément manger beaucoup ou d'être super difficile, voilà. Et donc elle lui a demandé de regarder si à la cantine je mangeais. Et quelques jours plus tard, cette personne est revenue vers ma mère en lui disant alors oui, à la cantine elle mange, mais je vais arrêter de la regarder parce que dès que je la regarde, Manon arrête de manger. C'est ouf comme les adultes s'impliquent beaucoup dans notre rapport à la nourriture. Ouais. Et souvent sous l'angle de c'est un enfant difficile parce qu'il mange pas de tout, etc. Et je crois que j'ai compris 20 ans plus tard que les émotions avaient une influence énorme sur l'appétit, sur ce qu'on mange ou pas, quand est-ce qu'on le mange, pourquoi, etc. Ouais. Je pense que j'avais un décalage avec les gens de mon âge aussi parce que intellectuellement, en plus j'étais la dernière d'une fratrie de 3 avec grand frère et grande sœur qui étaient hyper dans le débat, hyper très intello, donc intellectuellement j'étais tirée vers le haut aussi par eux et enfin voilà, j'ai des souvenirs à la maison, à table, on discutait de plein de trucs, on discutait science, on discutait politique, on discutait on discutait littérature, on discutait de plein de sujets comme ça. On en débattait à table. J'ai appris à débattre à table avec mon frère, ma sœur, ma mère. Voilà, ça faisait partie de notre famille, quoi. Et donc, j'étais la petite, j'écoutais beaucoup. Je parlais pas beaucoup au départ, j'écoutais beaucoup. Mais intellectuellement, j'étais en décalage avec les gens de mon âge. Par contre, émotionnellement, je pense que j'étais en retard par rapport aux gens de mon âge. Pourquoi tu dis ça ? Je savais pas comment gérer ce que je ressentais du tout. Je pense que les problématiques relationnelles avec les autres, c'était aussi ça. C'était que tout était trop. Tout était trop violent, tout était trop beau, tout était trop dur, tout était... Enfin, il y a ce truc de... C'était trop. Et est-ce que tu as trouvé un moyen d'épancher ce trop ? J'ai fait de la musique très très tôt.
Quand je dis que je chantais tout le temps, que je dansais tout le temps, très vite ma mère m'a dit toi on va te mettre à la musique. Et ça a été le violoncelle. Donc le violoncelle, le rapport à l'instrument, la discipline que ça implique. Moi je voulais être Mozart, hein. J'étais persuadée que Mozart il avait rien appris, que comme il avait commencé très très tôt et puis qu'il avait composé très très tôt, j'étais persuadée que c'était venu comme ça et pim ça lui était tombé sur la tête. Enfin, c'était simple quoi. Et moi, je voulais être Mozart, je voulais rien apprendre et ça allait tout savoir faire. Et évidemment, j'ai vite compris que c'était pas possible. C'est ça. Le jour où j'ai dit ça à ma mère, que Mozart, lui, d'un coup, il avait tout su, elle a éclaté de rire. Mais tu crois quoi? Son père, il lui tapait sur les doigts, pour dès qu'il faisait une fausse note. Les légendes racontent que le talent s'entretient avec le travail. C'est ça. Et très vite, j'ai été confrontée à ça, parce que tu le comprennes ou pas, de toute façon, tu y es confrontée, hein, que tu l'acceptes ou pas, tu n'avais pas le choix. Et donc très vite il y a eu ça qui m'a permis de canaliser des choses en tout cas que je ressentais voilà. Et puis l'écriture, c'est pas un hasard hein, si j'écris. Alors comment ça a commencé, comment s'est développé ton rapport à l'écriture? Est-ce que tu te souviens des premières fois que tu as écrit? C'est venu par la musique. En fait c'est bizarre mais j'ai l'impression d'avoir commencé à écrire avant de savoir écrire, parce que j'inventais déjà des chansons dans ma tête. J'oubliais les 3 quarts hein, parce que je savais pas écrire. Mais dès que j'ai su écrire, je les ai écrites. Et pendant des années, j'ai écrit que ça, des chansons, des poèmes, des rimes. C'était les rimes. Moi, j'étais dans des formes très très courtes comme ça, très ramassées. Mais je pense que ça a aussi forgé mon écriture, d'être dans cette espèce de contrainte extrême d'un sujet sur... un sujet, un thème, un texte très court, des contraintes formelles très, très, très précises. Ça a aussi... Moi, c'était de l'éclate. Je me rendais pas compte de tout ça. Pour moi, c'était pas des contraintes, c'était hey, je vais écrire une chanson. Mais je pense qu'avec le recul, que ça a vraiment forgé une écriture aussi. Mais oui, c'est intéressant que je te parle de rapport à l'écriture et tu me parles de contraintes. Alors que moi, je le vois justement comme un domaine de liberté où tout est possible et que tu obéis aux règles que tu te fixes. Mais c'est pas comme ça. Mais t'es d'accord avec ça? Okay. Bien sûr, mais c'est des règles que je me fixais. Quand je me dis je vais écrire une chanson, et puis en ayant grandi avec la tradition de la chanson française, des chanteurs à texte, forcément, je me fixais des règles qui pour moi étaient les règles normales d'une chanson, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'écris un roman, je me fixe des règles que je choisis. Évidemment, je réfléchis à un âge d'un de mes personnages déjà, ce qui fixe des choses. Je réfléchis à l'univers dans lequel ça va se passer. Est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est un autre? Je réfléchis à quelle taille j'ai envie que ça fasse. Est-ce que ça se passe sur une nuit, sur 10 ans, sur 1000 ans? Est-ce que... mais les contraintes, je me les fixe, effectivement. Mais pour moi, construire un roman, c'est se fixer des contraintes. Et donc, avant de commencer à écrire, t'as toute une période où tu rêves au monde que tu vas explorer? Ah ouais, c'est la période... En fait, cette période, elle peut durer super longtemps parce que c'est en parallèle de l'écriture d'autres romans. D'abord, en tout cas, il y a toute cette phase où t'as l'impression que t'as un petit bout de plante qui pousse dans un coin de la tête et puis tu le regardes pousser de temps en temps, tu regardes où ça en est et puis tu vois des choses, tu rencontres des gens, t'as des discussions, tu vois des films et ça t'en parle à chaque fois, ça fait pousser la petite plante derrière. Puis à un moment donné, cette plante-là, tu la prends et tu fais ok, maintenant c'est à toi, et tu la mets devant. Et maintenant on va bosser. et ça, là, il y a une phase de travail plus actif pour moi sur le scénario, sur les personnages, de qui je veux parler, de quoi, pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de creuser. Mais ça, des fois, il y a eu 4-5 ans de maturation avant que je prenne le truc et je dise ok, maintenant c'est à toi. Alors j'aime beaucoup cette métaphore de la petite plante la graine qui germe, qui devient une plante, etc. Parce que ça me parle beaucoup. Je pense qu'on a tous et toutes beaucoup de graines qui germent dans tous les sens. Mais l'étape où justement tu dépotes la plante de l'arrière de la tête pour la mettre devant toi, ça, il y a beaucoup moins de gens qui passent cette étape-là. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait ça? La première fois que tu as pris cette idée, que tu l'as mis devant, on fait maintenant vraiment on travaille? Ouais. En fait, la première fois, c'était pour mon premier roman. C'était au lycée. Jusqu'ici, j'avais écrit essentiellement des chansons et des poèmes. J'avais commencé à écrire des petits textes courts,
D'ailleurs, parfois sous l'impulsion de profs. J'avais un super prof de français en première que j'adorais et qui nous donnait des vrais sujets. C'est pas le truc où tu dis oh là là, putain, qu'est-ce que je vais écrire. Des vrais sujets. Il y en avait un. On travaillait sur l'autobiographie. Il fallait écrire une autobiographie. Et là, tu sais, tout de suite, tu te poses plein de questions. Et moi, j'ai choisi d'écrire mon autobiographie de quand je serai vieille. En prenant le point de vue, je suis vieille et j'ai vécu tout ça. Et je savais pas ce que j'allais vivre, évidemment, mais je l'ai choisi comme ça. Je me souviens de ce texte-là. Et ça a été un peu déclic. C'est le premier aussi, ce prof-là, à qui j'ai montré des poèmes que j'avais écrits. Et j'ai toujours ses retours. Je les ai gardés, quoi. Il a écrit des trucs super, des commentaires, des encouragements, voilà. Et en fait, c'est à la fin de cette année-là, à la fin de la première, que j'ai eu l'idée de mon premier roman. Et que j'ai commencé à travailler dessus et que je l'ai commencé à l'écrire. Et il est sorti un peu après mon bac. Donc j'ai pas tardé. D'accord, c'est pas forcément tu le racontes de façon très naturelle, en fait. De quelque part, c'est l'idée, elle est arrivée et donc t'as agi dessus. Ouais, parce qu'en fait, c'était tout de suite. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on peut écrire pour soi, on peut écrire pour ses tiroirs et pas avoir envie de partager ce qu'on écrit. Mes tiroirs adorent mon écriture, vraiment. Ouais. Il y a plein de tiroirs, et il y a plein de tiroirs dans plein d'ordinateurs aussi, bien sûr. Qui adorent les sous-dossiers. Adorent c'est ça. Mais voilà, il y a des gens qui écrivent pour eux ou pour des très proches. Ou voilà. Moi, tout de suite, j'ai eu envie de partager ce que j'écrivais. Cette histoire-là. Autant mes chansons, mes poèmes, c'était à moi, c'était mes tiroirs, c'était mon truc. Autant cette histoire-là, tout de suite, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de la partager. Donc j'ai commencé à en parler avec des gens au lycée, avec des gens au conservatoire. Et très vite, j'ai écrit les premiers chapitres. Et je me souviens, violoncelle, ça veut dire orchestre. Et je me souviens quand on sortait de l'orchestre avec plein de copines, j'ai grandi à Saint-Malo et le conservatoire, il y a un grand parc. Et donc on se posait dans le parc du conservatoire et je leur passais les premières pages de mon bouquin, les premiers chapitres, et elles se les passaient l'une à l'autre. Quand elles avaient fini de lire la page, elles passaient à la suivante. Enfin, elles passaient cette page-là à la personne suivante, je veux dire. Et il y avait vraiment ce truc où tout de suite j'ai voulu partager. Tout de suite j'ai discuté des noms des personnages avec des copines. Je fais ouais, mais alors attends, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Enfin, il y a eu ce truc de ouais, très vite j'avais envie. Pour moi, c'était évident que on n'écrit pas un livre pour le garder pour soi. On écrit un livre pour le partager avec d'autres. Parce que j'étais lectrice aussi, hein, tu vois, et pour moi, un livre, c'est un livre, quoi. Ça circule, ça vit dans la tête des gens. Enfin, voilà, c'est ce... Tu viens de dire tellement de trucs qui font monter mon niveau d'angoisse. Donc, on va recommencer. Déjà, en parler avant de commencer à écrire ou pendant que t'écris, parler à des gens. Comment tu fais ? Ensuite, les laisser lire des épreuves, avoir des retours. La première version, ou pire, la première version. Oh mon Dieu. J'ai des plaques. Et ouais, mais je sais pas, il y avait cette évidence. T'as jamais eu peur ? En fait, t'as jamais été arrêtée par la peur ? Pas pour l'écriture. Pour d'autres choses, ouais. Pour la musique en particulier. C'est mon plus gros flip ever. Alors, c'est quoi, par exemple, la première fois que t'as eu peur, une vraie peur qui vient des tripes ? Alors ça n'a rien à voir. Alors raconte les deux, du coup, ça m'intéresse. Alors, si, il y avait des trouilles, j'ai toujours eu les trouilles des examens. Tu vois, la veille des examens, à chaque fois, je rêve que je ne l'ai pas. À chaque fois que j'ai eu un examen, j'ai rêvé la veille du premier jour de l'examen que je ne l'avais pas, que j'étais au résultat et que je ne l'avais pas. Enfin, il y a des trucs comme ça, et en particulier, j'ai grandi en ayant du coup plein d'examens de musique, de violoncelle, de solfège, d'orchestre, de musique de chambre, où on passait devant des jurys, voilà. Ouais. Et ça, mais ça c'est chaud. Ça, j'étais pile électrique, quoi. C'était ouais. Et ça, c'est vraiment, j'ai vraiment un flip par rapport à la musique et un syndrome de l'imposteur, alors que j'ai fait 10 ans de conservatoire. Enfin, ouais. Ça, c'est clair que c'est ma plus grande peur, c'est de monter sur une scène et de jouer du violoncelle et de chanter, quoi. C'est ma plus grande peur. Mais après, la première fois que j'ai eu peur, j'ai le vertige. J'ai un vrai vertige que j'ai appris à contrôler parce que j'ai un autre métier aussi. Je suis régisseuse lumière pour le théâtre. Donc autant te dire que quand t'es sur des passerelles ou sur des grilles à 20 mètres au-dessus de la scène, ou que tu dois monter à l'échelle pour régler un projecteur, ou dans une génie, une espèce
de nacelle qui monte comme ça, tu apprends vite à maîtriser en partie ton vertige, c'est-à-dire maîtriser ce qui est maîtrisable, à savoir te dire je sais que je suis en sécurité là, maintenant. Et en général, les employeurs aiment bien parce qu'ils savent que je vais pas prendre de risques à considérer. Voilà. Mais j'ai un vrai vertige et je m'en suis rendu compte la première fois où j'ai vraiment fait de l'escalade. Et je me suis retrouvée sur la paroi à 5 mètres de hauteur à me dire je ne peux plus bouger. Je ne peux pas me laisser tomber en arrière pour redescendre, je ne peux pas redescendre, je ne peux pas monter, je ne peux plus bouger. Ça a été un truc irrationnel, parce que pour le coup j'étais en sécurité, j'avais le baudrier, j'avais tout ça, mais c'était juste insurmontable. Enfin, il y avait ce truc de... C'était pas possible. T'avais quel âge ? J'étais ado, j'avais 12-13 ans. D'accord. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'adore être en hauteur. Dans tous mes romans, quasiment, il y a des arbres. J'adore grimper dans les arbres. J'adore être en hauteur du moment que je sais que je suis en sécurité, qu'il y a une rambarde. J'adore être en haut sur un toit terrasse, tout en haut d'un immeuble. Il y a une rambarde. Je sais que ça va pas s'écrouler, je vais pas tomber, je vais pas me pencher au-dessus du vide, ça c'est sûr. Mais j'adore la hauteur. Mais accrocher un fil sur une paroi. En sécu. C'est pas la même chose. Et pourtant, c'est paradoxal, parce que tu le sais qu'en escalade, si tu... Et ouais, mais là ça devenait irrationnel, quoi. Là, ça devenait... Tu t'assois, tu t'es tenu, quoi. C'était ma limite. Si tu veux, j'ai découvert ma limite, qui était le fait que, oui, j'étais capable de rationaliser, et encore, ça, je l'ai appris après. Mais, à un moment donné, il y avait un truc de... Non, mais là, je vais tomber, en fait. Et je sais que je suis accrochée et tout ça, mais je vais quand même tomber. Et c'était irrationnel, et c'était juste... donc je ne fais plus d'escalade. Mais c'est hyper intéressant parce que je comprends mieux. Je comprends mieux, effectivement, moi, toutes les peurs que je peux avoir de effectivement faire lire des travaux qui ne sont pas finis, de récolter des avis quand moi-même j'ai pas fini de forger le mien, tout ça. Bah oui, j'ai pas connu à 12-13 ans une vraie peur viscérale qui finalement me permet de relativiser toutes les autres derrière. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Je pense qu'on devrait beaucoup plus se confronter à nos peurs. Ça nous apprendrait à relativiser toutes les autres. Mais ouais, je trouve qu'il y a un truc dans l'éducation et l'enfance aujourd'hui où tout est mou. Tu sais, on est dans des coussins, dans des fauteuils. Dès qu'on tombe un peu, oulala, il y a un gros câlin qui arrive, ce qui est chouette en soi. Mais en fait, on tombe plus quasiment. On est prévenu avant de tomber que oulala, cours pas, tu vas tomber. Et on se heurte plus au fait que le sol il est dur. Il y a cette espèce de truc où je trouve qu'on est très protégé dans notre corps, dans le rapport que notre corps a avec le monde. Et ça, en fait, juste la douleur de tomber, on l'a plus. Oui, ça limite très peu. Ton apprentissage. Et du coup, moi je vois des gamins aujourd'hui qui n'ont plus peur de tomber. Mais en fait, c'est dangereux. Enfin, je trouve qu'il y a un paradoxe comme ça. C'est un vrai truc. J'avais lu il y a quelques années un article très pertinent dans le New York Times qui expliquait qu'à force donc les États-Unis, pays très procédurier où dès qu'il se passe un truc, tu fais un procès. À force de se prendre des procès dès qu'un gamin se cassait le bras ou la jambe ou ce que tu veux, les fabricants des aires de jeu dans les jardins publics avaient abaissé la hauteur des toboggans à une hauteur qui faisait que tu tombes de là. Il ne peut rien t'arriver. Et le sol est mou. Le sol est mou. Exactement. Le toboggan n'est pas haut. Enfin bref, ton aire de jeu, elle est foolproof, vraiment. Il peut rien t'arriver. Et en fait, ça veut dire que tu te confrontes plus à tes limites corporelles. Exactement. Et les scientifiques, donc les chercheurs en pédiatrie, avaient tiré la sonnette d'alarme en disant attention, c'est vraiment hyper important pour un enfant de 4 à 6 ans d'apprendre le vertige. C'est vraiment très important qu'il ait peur en haut du toboggan. Parce que s'il n'a pas peur en haut du toboggan, il n'aura pas peur à la fenêtre du 3e étage. Et vraiment, vous préférez qu'il tombe du toboggan et qu'il se foule un poignet. Vraiment, il a 4 ans, c'est mou, c'est de la guimauve, ça va se remettre en 3 semaines, j'exagère à peine. Vraiment, t'as pas envie de le ramasser en bas de 3 étages. Donc, laisse-le apprendre le vertige. Et tu sais quoi ? Fais ton job de parent et surveille-le quand il monte sur le toboggan plutôt que de faire un procès au mec qui a construit le toboggan. Et puis lui dis pas n'y va pas, c'est trop haut, quoi. Enfin, il y a aussi ce truc. Exactement. Le discours de ne pas contredire les enfants. Aux États-Unis, c'est devenu une espèce de mode de faut pas leur dire non, faut pas les contredire, faut rien dire de négatif, tu sais. Ouais, mais en même temps, faut rien qu'il leur arrive. C'est ça. Il y a une espèce de. On fait plus nos expériences, quoi. Et ça a commencé un peu à ma génération,
Et je trouve que là, les petits aujourd'hui, c'est 10 fois pire. Mais bon, écoute, ils ont aussi d'autres choses qu'on n'avait pas. Et... On va revenir. L'humanité évolue. On va revenir à nos visions du monde et à l'humanité. C'est en lien avec tes univers. Mais avant ça, une question que je pose régulièrement également et qui m'intéresse spécialement dans ton cas. La première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle. Tu sais, la première fois que tu dis quand je serai grande, je serai. T'avais quel âge? Alors, j'étais petite. J'étais petite. Et en fait, j'avais 2 plans de carrière très précis. Je voulais être soit costumière pour faire des costumes d'indienne. C'est précis, effectivement. Précis. Soit médecin homéopathe parce que j'aimais bien les granules d'homéopathie. Ah. C'était mes 2 plans de carrière. Bon, très vite. Ça a mal tourné. Très vite, j'ai changé d'avis, en fait. Parce qu'on m'a dit médecin, c'est 7 ans d'études. J'ai fait, voilà. Et puis après, les costumes d'indienne, j'en avais un peu plus rien à faire, j'avoue. C'était une phase. C'était une phase. La phase Pocahontas. Ah non, après, dans les costumes, j'ai eu ma phase guerrière avec le masque noir et doré, l'épée et tout. Enfin, non, j'ai eu ma phase. Ouais, celle-là, je l'aimais bien. J'ai encore les photos. C'est du dossier. Mais non, en fait, ce qui est particulier, c'est que par rapport à l'écriture, pendant très longtemps, j'ai pas considéré l'écriture comme un métier. C'est-à-dire, c'était un truc que je faisais. J'écrivais. Et alors, j'étais pas encore dans l'idée de gagner ma vie non plus, mais c'était un truc que je faisais. Voilà. Je voyais bien qu'il y avait des gens où il y avait leur nom sur les livres, tout ça, mais c'était un peu déconnecté. De toute façon, quand t'es enfant, ou même au début de l'adolescence, tu t'en fiches de la personne qui a écrit le livre. Ce qui t'intéresse, c'est les personnages, c'est l'histoire. Voilà. Donc j'étais complètement déconnectée de ça. Et même quand mon premier roman est sorti, je considérais pas l'écriture comme un métier, mais parce que je pratiquais pas l'écriture comme un métier. J'écrivais quand j'avais envie d'écrire. Or, un métier, non seulement t'es payé pour. Si t'es pas payé pour, a priori, c'est pas un métier. Alors, j'avais été payée pour mon premier roman, hein, heureusement. Mais il y a aussi ce truc de le métier, tu le fais aussi des fois des jours où t'as pas envie de le faire. Et tu le fais parce que t'es payé pour, parce que t'as signé un contrat, parce que voilà. Alors moi, sur mon contrat, y a rien. Quand je signe un contrat d'édition, il y a rien qui me dit. On va pas me dire tu dois écrire 35 heures par semaine. Hein, ça aurait pas de sens. Mais par contre, il y a une date de rendu pour le manuscrit. Et tu peux faire en 35 heures la dernière semaine, c'est à la fois, mais bon, voilà. C'est juste quand même. Bon, c'est juste. Et moi, je sais que ça marche pas avec moi, ça. Si la deadline peut, mais je préfère avoir de la deadline bien à l'avance et la voir arriver de loin et avancer tranquillement dessus. Mais est-ce que tu es sortie de cette représentation de métier égal argent égale contrainte? Ou est-ce que c'est toujours ta façon de voir les choses? Disons que je considère l'écriture comme un métier aujourd'hui et que ça signifie plein de choses. Ça signifie que, effectivement, il y a des jours où j'ai pas envie d'écrire, et ben je vais quand même écrire, et je vais quand même me lever, me mettre derrière mon ordinateur et bosser parce que le livre, il va pas s'écrire tout seul. Tu vois. Marlène Schiappa dit la même chose à ses filles. Mes livres se sont pas écrits tout seuls. C'est ça. Ah oui. Et voilà, ça veut dire aussi que pour moi c'est super important d'aller défendre mes livres derrière. Il y a aussi tout le côté rencontre scolaire que j'ai découvert après la sortie de mon premier roman et qui sont devenues très importantes pour moi. Quand on écrit pour la jeunesse, parce que j'écris pas que pour la jeunesse, mais j'écris aussi pour la jeunesse, il y a ce truc de on est des passeurs, j'en discute souvent avec des auteurs de romans adultes et je leur dis mais moi je suis en train de former vos futurs lecteurs. C'est parce que ils ont ces livres-là qui vont tomber dans la lecture et il n'y a pas plus beau compliment qu'un lecteur qui me dit avant je lisais pas et j'ai lu celui-là et maintenant j'en lis plein, quoi. C'est être le livre déclic qui fait rentrer dans la lecture, c'est le truc le plus magique du monde quand t'as ce retour-là. Donc ouais, les rencontres scolaires pour moi ça fait partie du métier. Alors que c'est de l'après, c'est pas de l'écriture, mais c'est aussi rester en contact avec mes lecteurs. Avec c'est quoi être un ado aujourd'hui,
parce que les rencontres, c'est dans les deux sens. C'est pas juste eux qui me posent des questions, c'est moi qui vais chercher aussi des choses en eux et qui les questionne et qui voit quels sont aussi les clichés avec lesquels ils vivent, parce que forcément à l'adolescence la pression sociale des pairs est particulièrement violente, et donc il y a des choses qui sortent. Là, la semaine dernière, c'était génial, la semaine dernière, une rencontre scolaire dans une classe de 3e, je crois que c'était 4e ou 3e, et on a une super discussion, et d'un coup il y en a une qui me sort mais t'as des enfants? Ça n'a rien à voir avec ce dont on avait parlé avant, quoi. Je la regarde, déjà il y a la prof qui dit oh dis donc c'est personnel, nanana. Non, il n'y a pas de souci, moi je dois bien répondre non, j'ai pas d'enfant. Et là, réflexion d'un mec de la classe qui dit non mais toi de toute façon le jour où vous aurez des enfants vous arrêterez d'écrire. Ok, stop, maintenant on va parler. Et on a eu une grosse discussion sur je fais mais comment ça j'arrête d'écrire? Mais pas du tout, quoi. Si un jour j'ai des enfants, je dis hors de question que j'arrête d'écrire. Est-ce que ta prof le jour où elle a des enfants elle arrête de venir te faire des cours? Enfin non, quoi. Et il y avait ce truc de... Alors après j'ai discuté avec les profs et il y a un contexte familial qui était particulier aussi, enfin voilà, mais 2018, on y est toujours, hein. Mais c'est ça, et c'était génial de voir que dans la discussion t'avais ceux pour qui ce que je disais était alien, et jamais, si, j'espère qu'un jour ils pourront être d'accord avec ça, mais en tout cas c'était trop loin d'eux pour qu'ils adhèrent au concept de je suis une femme, je travaille et j'ai des enfants. Voilà. Ah ouais. Et tu sentais, mais quand même ils entendaient, tu vois, quand même ça bousculait un truc. Il y avait ceux qui y avaient jamais pensé et qui d'un coup se disaient ah ouais, en fait ces questions-là on peut se les poser. Et puis t'avais celles souvent qui s'étaient déjà posé ce genre de questions et qui acquiesçaient, et où je sentais que c'était une confirmation de quelque chose. Et déjà, ces rencontres-là, pour moi, ça fait partie du métier d'écrivain. C'est tu confrontes ton texte, mais tu confrontes aussi ce que t'es, parce que on écrit avec ce qu'on est aussi, hein, et ce que eux sont, parce qu'on écrit aussi avec ce que les autres sont. Ça m'intéresse pas de raconter ma vie dans un roman. Je vais chercher des personnages qui sont avec qui j'ai un lien, forcément. Si on n'a rien en commun, je pense que je peux pas écrire ce personnage, mais qui sont aussi très différents de moi par d'autres aspects. Et ça, voilà, je le puise dans les autres, je le puise dans les discussions, je le puise dans... Mais justement, parlons-en, parce que donc, c'est notre première rencontre, je ne te connaissais pas avant, et je me suis renseignée sur ton univers. Tu as écrit beaucoup de romans que je qualifierais de dystopie. Alors, imaginaire, plus que okay. Dystopie. Il y en a un qui est vraiment une dystopie, le premier, en fait. C'est pas un hasard. Le premier, j'ai inventé une société où on a son métier en fonction de sa date de naissance. Je pense que j'en avais un peu marre qu'on me demande tu vas faire quoi plus tard. Pratique et flippant. Voilà, mais d'accord. J'étais au lycée. Beaucoup de tes héros et héroïnes sont des adolescents. Alors sur les romans ados, oui. Après, il y a aussi des romans de fantaisie adultes. Il y a une trilogie qui s'appelle June qui est de la fantaisie jeunesse. J'ai écrit du fantastique, j'ai écrit des thrillers jeunesse, j'ai écrit du réaliste aussi. Et alors justement, avant qu'on commence cet entretien, je t'ai demandé d'où pouvait te venir toute cette inspiration, et tu m'as dit ça aussi c'est une première fois. Alors c'était quoi? C'était par rapport au premier. Non, ça c'était par rapport au premier roman. Ouais. En fait, déjà, je vais pas te l'apprendre, hein. L'imagination, c'est un muscle. Plus tu l'utilises, mieux tu l'utilises, et plus c'est simple de l'utiliser. Je crois que c'est une de mes citations préférées au monde, alors de Einstein, attribuée à Einstein, hein, mais c'est un truc du style l'imagination est plus puissante que le savoir. Ouais, mais je suis assez d'accord en fait, parce que alors le savoir a une puissance aussi, qui a une puissance factuelle, a une puissance, les faits, c'est d'autant plus important aujourd'hui que le président, certains présidents te disent qu'ils s'en fichent des faits, par exemple. Mais voilà, les faits ont une puissance, et quoi qu'ils en disent d'ailleurs. Il l'a bien vu quand il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Mais les faits ont une puissance. Mais l'imagination, c'est... on peut inventer tout un monde avec des règles qui ne sont pas forcément les règles d'une autre. On peut inventer des gens
qui vont exister pour de vrai dans la tête d'autres gens. On est Dieu un peu quand même. Donc, il y a ce truc de... Ouais, je suis d'accord, l'imagination, l'imagination a juste les limites qu'on lui met et qu'on peut enlever. Ça me fait vraiment du bien cette discussion parce qu'il y a plein de jeux. Dans mon rapport à l'écriture, il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur du jugement, beaucoup de... Alors j'ai écrit un truc que j'ai pas montré et que j'ai commencé à écrire en disant je suis ce personnage, puis je me suis relue, j'ai fait je suis tous les personnages, qu'est-ce que je raconte? Mais c'est ça. À qui je fais croire ça? Et donc du coup il y a une espèce de... je peux pas le montrer parce que c'est vraiment... Je préférais mettre des photos de moi nue sur internet plutôt que de montrer ça. Ouais, mais en fait, ce dont tu te rends pas compte là, c'est que tous les auteurs sont tous leurs personnages. Oui. Les gentils, les méchants, les garçons, les filles, on est tous nos personnages. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans chaque personnage, il y a aussi une partie qui n'est pas nous. Mais c'est ça, et puis à t'entendre, je trouve que finalement, il y a beaucoup de vulnérabilité dans l'écriture, mais j'ai la sensation que tu y trouves surtout beaucoup de puissance, à pouvoir imaginer des mondes, projeter des univers, créer des personnages, ce que tu disais sur ils vont exister dans la tête des autres, et combien d'ados, de jeunes et moins jeunes ont grandi personnellement et viscéralement quelque part avec les personnages d'Harry Potter par exemple. On est de la même génération, oui. Génération Harry Potter, oui, ça c'est clair. Cette référence au hasard. Au hasard. Mais bien sûr, mais c'est ce truc. Effectivement, on se met beaucoup de barrières et on a l'impression que les autres vont nous voir complètement entre les mots. Ce qui est faux, parce qu'ils vont se voir eux entre nos mots. Parce qu'ils vont se raccrocher, eux, à ce qui les relie à ces personnages, eux. Et souvent, ça va se trouver dans la part qui n'est pas nous, qui est dans cette part du personnage qui est autre. Et c'est... Ça, c'est super puissant, de se rendre compte, après, quand on discute avec les lecteurs, que chacun a lu un livre différent. Il y a des points communs, hein, évidemment, parce que quand même, ils ont lu les mêmes mots, mais chacun s'est fait son livre. Et chacun s'est attaché plus ou moins à un personnage ou à un autre. Il y a dans 10 jours avant la fin du monde, il y a un personnage qui est écrivain et qui veut finir son roman avant la fin du monde. Alors que personne ne le lira. Bah oui. Ouais, mais lui, il veut finir son roman avant la fin du monde. Et il le dit... moi, c'est un peu moi qui parle à travers lui, hein, tu t'en... mais il le dit comme ce qui est insupportable, c'est pas de mourir, c'est de savoir qu'il y a ce secret au bout du roman que j'ai besoin de redécouvrir et que j'écris pour redécouvrir ce secret-là que je connais déjà, mais que j'ai besoin de me le rappeler à moi-même. Et pour moi, c'est vraiment ça l'écriture aussi. Quand on diffusera ce podcast, ce sera pendant le NaNoWriMo, le National Novel Writing Month. Donc, si je viens au bout de mon défi, je t'enverrai un petit mot. Très bien. Ça sera clairement grâce à toi. Donc, ce matin, quand t'es arrivée, je t'ai surprise direct avec ma liste de questions. Bim. Dans lesquelles tu m'as isolé, entre autres, la question, la première fois que tu as eu envie de fuir, de disparaître, de tout arrêter. Ça t'est arrivé, donc? Ouais. Ben, on revient à l'enfance et on revient à la cour de récré en maternelle. C'était ce truc de... Je me souviens d'être dans la cour de récré en maternelle et d'analyser la cour de récré en mode, ok, elles peuvent faire n'importe quoi, tout le monde les aime, tout le monde va aimer ces filles-là, quoi qu'elles fassent. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe dans la cour. Eux, pareil, ils peuvent faire n'importe quoi. Elle peut faire n'importe quoi, personne l'aimera. Et d'analyser comme ça les puissances à l'œuvre et les rapports de force dans la cour de récré. Et dire, elles, en fait, elles s'en fichent d'être aimées. C'est dingue. C'est ce truc et je me rappelle d'avoir fait cette analyse-là et de me dire, ok, et moi, je suis où? Moi, je suis à côté. Et là, j'ai eu envie de disparaître. Là, il y a eu ce truc de... Ok, en fait, moi, je serai jamais ni là, ni là, ni là, ni là. Je suis à côté. Et d'une certaine manière, je pense que c'est la place de l'écrivain et du créateur d'être à côté. Donc aujourd'hui, je me dis, ok, c'était ma place dès le départ. Mais à l'époque, c'est d'une violence de se rendre compte qu'on ne va jamais appartenir, tu vois, à un groupe. Et j'en ai eu conscience hyper tôt
que je serais toujours à côté. Et tu as eu la sensation d'être toujours resté à côté, ou tu as eu ensuite des moments dans ta vie où... J'ai essayé de toutes mes forces de faire partie de groupes, de faire partie. J'ai passé mon adolescence à essayer et à pas comprendre pourquoi ça marchait pas. C'était insupportable. Alors il y avait quelques groupes, il y avait la musique qui me permettait un peu ça, parce que forcément la musique, on joue ensemble beaucoup. Et puis il y avait la famille, qui était un peu le cocon aussi. Mais le groupe vraiment social, à l'école, la classe, ça c'était... ça n'a jamais fonctionné pour moi. Et encore aujourd'hui, je suis hyper méfiante par rapport au groupe. Je préfère passer du temps avec 1-2 personnes. Je me sens très rarement bien dans un groupe. Il faut que ce soit... Je m'en suis rendu compte assez récemment. Cet été, on a passé... une amie autrice, Caroline Solé, qui m'a proposé de venir passer une semaine dans le Finistère. Elle avait loué une maison. J'étais là, ok. En plus, je savais qu'il allait y avoir des gens de sa famille. Enfin, je sais pas. Okay. De la foule. Bon, je vais passer 2 jours. Dans le Finistère, quand même, je me disais, bon, dans une maison bien paumée dans les abers, voilà. Je me suis dit, bon, ça va, ça peut être la foule. Mais quand même, il y avait cette espèce de... Je sentais une espèce de groupe comme ça. Et en fait, c'était que des créatifs. Journalistes, musiciens, dessinateurs... auteurs, c'était que des journalistes, que des créatifs, je veux dire. Et c'était génial. Et j'avais prévu de rester 2 jours, j'ai passé une semaine là-bas, et c'était génial parce que on était chacun sur notre truc. Et puis de temps en temps, il y en avait un qui disait ouais, je vais me baigner, quelqu'un vient. On se retrouvait parce que c'était un peu l'heure de manger, on commençait à tous avoir faim, on se retrouvait dans la cuisine pour faire à manger. Mais il y avait ce truc d'indépendance totale les uns par rapport aux autres, aussi de respect total de l'espace de l'autre et de son besoin de solitude. Et là, tu vois, ça, c'est un groupe qui, pour moi, est fonctionnel. Mais c'est très rare. Je pense que c'est aussi rare parce que, globalement, j'ai pas la sensation qu'on s'autorise à appréhender cette réalité qui est que être dans un groupe, faire partie d'un groupe, même extrêmement temporaire, ça veut pas forcément dire prendre la place qu'on te donne, mais c'est venir avec tes propres besoins et notamment avoir son espace, avoir besoin de solitude au sein du groupe, c'est hyper légitime. Et c'est vrai que j'ai mis extrêmement longtemps à le comprendre. Je pense que jusqu'à ce que j'arrive chez Mademoiselle où ça soit une évidence, parce qu'on est vraiment beaucoup d'hypersensibles ici, donc quand on fait des événements où il y a de la foule, il y a du monde, et qu'il y en a une qui dit « j'ai besoin de m'isoler », personne la regarde bizarre et on n'est pas 25 à lui demander « ça va ?» On a compris, quoi. C'est oui, t'as besoin de te mettre dans une bulle, là, de respirer, de reprendre ton espace, et peut-être que tu vas revenir te mêler au groupe, interagir avec le groupe, et peut-être pas dans l'immédiat, parce que chacun son espace, quoi. Mais parce que socialement aussi, on vante beaucoup, soit dans les films, dans les séries, même dans beaucoup de livres, le groupe où on partage tout, tu sais, ce truc de fusion. Ah, c'est Génération Friends. C'est ça. Et puis que ce soit dans le groupe, que ce soit dans le couple, que ce soit dans... Il y a cette espèce de... C'est posé comme un absolu, tu vois, devant nous, et un idéal vers lequel tendre. Et en fait, quand tu corresponds pas du tout à ça, bah, tu mets un peu de temps avant de te détacher de ce truc-là. Et je pense que même aujourd'hui, je suis capable de retomber dans ce genre de piège, de rencontrer quelqu'un avec qui je m'entends super bien et de tomber dans ce piège de la fusion. Et en fait, à un moment donné, ça va foirer, quoi. À un moment donné, ça va péter. Je le sais. Et il faut pas que je tombe dans ce genre de piège-là. Si je veux que cette personne reste un ami ou une amie, il faut pas que je tombe là-dedans parce que ça ne me correspond pas. Et que soit je vais m'enfermer et à un moment donné, je vais tellement m'enfermer que ça va péter et que je vais partir. Soit va y avoir, je sais pas, trahison dans l'amitié, soit va y avoir... Enfin, voilà, il va forcément se passer un truc parce que c'est pas moi. Et je pense que les autres ne savent pas fonctionner comme ça avec moi non plus. Parce qu'ils sentent que c'est pas moi. Donc au bout d'un moment, forcément, ça foire. Forcément. Mais j'ai mis très longtemps à accepter ça, à admettre ça.
à en faire une force, c'est particulier. J'ai des amis aujourd'hui qui sont des gens mais qui comptent pour moi mais énormément, que je vois 2 fois par an. Et je suis mais tellement heureuse de les voir 2 fois par an. Et je les aime mais hyper fort. Hein. Mais c'est l'espace que tu peux leur accorder au mieux pour que votre relation, elle ait la qualité que tu as besoin qu'elle ait. C'est ça. Et il y a vraiment ce truc qui est ancré en moi, de ce besoin de solitude. Je voyage seule beaucoup, beaucoup, j'aimerais voyager plus, mais on voyage jamais assez quand on aime voyager. C'est vrai. Mais j'aime partir seule. Ça, c'est un truc... là, je pars en Cornouailles le mois prochain, je me barre sur Harris et Lewis en janvier. Et c'est lié à l'écriture aussi. Hein. C'est toujours, j'aime partir, écrire. Je pars dans des endroits en hiver où je sais qu'il va pleuvoir, genre l'Écosse. Donc quand il pleut, j'écris. Quand il pleut pas, je me balade. Oh mon Dieu. Autre question que tu m'avais isolée dans la liste. Le jour où j'ai pris conscience de ma voix, mon pouvoir, mon impact, qui coïncide apparemment, tu me laisses entendre, avec le jour où j'ai fait bouger les lignes. Je suis curieuse. Pour moi, en fait, c'est les rencontres scolaires qui ont fait ça. On en parlait tout à l'heure. Je m'en suis doutée quand tu as raconté l'histoire tout à l'heure. Je me suis dit, yes, ça correspond à quelqu'un qui a pris conscience que écrire des histoires, c'est pas juste écrire des histoires. En fait, quand tu rencontres tes lecteurs, tu te rends compte de l'impact que ça a sur eux. Tu te rends compte de l'impact que ça a sur eux. Et puis c'est ça, ils ont refait le livre. En y prenant exactement ce qui leur correspondait eux, ce qui faisait écho avec des choses qu'ils ont vécues, ou des choses que leurs parents ont vécues, ou des choses que leurs proches ont vécues. Et ça, quand tu te rends compte que un lecteur a pointé un truc en particulier, où toi c'était juste 3 phrases, mais pour lui c'est le bouquin qui est là, tu te rends compte de l'impact que tu as sur la vie des gens. Et les messages que je reçois des fois sur les réseaux sociaux, d'un lecteur qui vient de terminer un bouquin et qui me dit des choses très intimes, très 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 fortes, et les rencontres scolaires, ça c'est les trucs où t'en prends conscience qu'effectivement tu fais bouger les lignes. On parlait tout à l'heure des discussions que j'avais pu avoir avec la semaine dernière par exemple, avec des classes. C'est tout le temps en fait ces discussions-là. Et c'est devenu, ça l'était pas forcément au début, mais du coup c'est devenu conscient pour moi en écriture de vraiment faire des choix, des choses qui n'étaient pas des choix au départ et qui sont devenues des choix. Par exemple, c'est très souvent que dans mes romans, tu vas trouver un personnage homosexuel qui sera pas forcément le héros du roman, et ça sera pas forcément du tout l'histoire, mais juste ce personnage-là, c'est un garçon qui aime les garçons, c'est une fille qui aime les filles, c'est un garçon qui aime les deux, c'est une fille qui aime les deux, c'est une fille qui aime personne. Voilà. Et ça, souvent en littérature jeunesse, quand il y a un roman, quand il y a un personnage homosexuel dans un roman, ça va être le thème du roman. Et je trouve ça... Alors, il y a des super bouquins dont c'est le thème, mais je trouve ça problématique que ce soit toujours ça. Parce que, du coup, ça veut dire que tu le mets toujours comme quelque chose de pas normal. Et moi, c'est important pour moi de le mettre comme quelque chose de normal. Je pense que c'est en posant ce genre de choses comme normal que tu fais que dans la tête des gens, ça rentre que c'est normal. et ça, c'est par exemple ce genre de choix, ou de mettre, je sais pas, il y a des pompiers il y a un accident et il y a des pompiers qui sortent, ça va pas forcément être des mecs. Il y a un personnage dont les parents sont en train de faire les courses, c'est pas forcément la maman qui est en train de faire les courses, c'est peut-être la maman qui travaille à la maison aussi, ou qui travaille, et le papa qui va faire les courses, et j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est cette espèce de truc de déconstruire nos clichés, nos stéréotypes, et en moi-même aussi, parce que évidemment, je suis le produit de ma société, et que des clichés et des stéréotypes, j'en porte. Ça t'arrive en relecture de te rendre compte que là, t'as mis, effectivement, c'est maman qui fait la lessive, par exemple, des trucs comme ça? Alors ça m'arrive plus. Parce que j'y suis... Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Donc ça m'arrive plus, je crois, j'espère.
Après, il y a des mères qui font la lessive, je dis pas le contraire. Ouais. Mais ça m'arrive quand un nouveau personnage arrive que j'avais pas forcément prévu, auquel j'avais pas forcément réfléchi en amont, de me dire ok, lui c'est qui, elle c'est qui, qu'est-ce qui serait le plus intéressant. C'est plus intéressant si c'est un homme, une femme dans ce rôle-là. C'est plus intéressant si c'est... voilà. Ça m'arrive vraiment de me poser ces questions-là. Je pense à une série qui s'appelle Les Plieurs de Temps, qui est pour les 9-12 ans. Dans le 3e tome, à un moment donné, l'héroïne, elle est conservatoire de musique. Ça te rappelle un truc. Et elle fait des percussions, donc elle travaille dans une pièce du conservatoire avec 2 de ses copines, qui sont des sœurs jumelles. Et c'est les parents de ces 2 filles qui vont la ramener à la maison. C'est une scène qui dure mais une page. Et les parents, c'est 2 papas. Et c'est pas le sujet du roman. Mais juste, ça existe, quoi. Donc ça passe dans le champ. Oh, ça répond totalement à ma définition de faire bouger les lignes. C'est toujours ça. Comme ça, subtilement, un coup de crayon à la fois. C'est vraiment hyper intéressant. Avant d'arriver vers les questions de la fin de cette interview, je voulais que tu me présentes un peu plus ton dernier roman. Parce que, il n'est pas encore sorti. Si. Parce qu'il vient de sortir. 18 octobre. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire au moment où on tourne cette interview. Mais 10 jours avant la fin du monde, ça ne m'invoque pas d'optimisme. Et pourtant, j'étais en face de moi depuis plus de 45 minutes maintenant. Et effectivement, tu rayonnes comme la petite fille de 7 ans que tu me décrivais tout au début. Du coup, j'ai besoin de comprendre. Et ouais, mais côté pile, côté face. Voilà. On y revient. D'où te vient cette histoire ? Déjà, je vais raconter après de quoi ça parle, mais je pense que le rôle des créateurs, c'est aussi alors ça peut être de déranger, ça peut être de faire bouger les lignes, ça peut être tout ça, mais je pense aussi que c'est de créer des petits éclats, tu vois, de lumière, de beauté, de ce que tu veux, et puis de les jeter dans le monde et un peu des bouteilles à la mer, tu vois. Il y a ce côté-là. Donc, ça ne me ressemblerait pas d'écrire quelque chose de complètement sombre. Ça serait pas moi. Par contre, évidemment, pour qu'il y ait des éclats de lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. C'est mon autre métier, je suis régisseuse lumière. L'un ne marche pas sans l'autre. Donc c'est toujours ces deux-là, ces deux pôles, si tu veux, de lumière et d'ombre qui sont au cœur de mon travail. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc de hop, je vous envoie des petits bouts de lumière et puis vous les prenez pas. C'est comme vous voulez. Moi, j'essaye juste de rendre le monde un peu plus beau d'une manière ou d'une autre. Alors, de quoi ça parle ? 10 jours avant la fin du monde, c'est un jour. Il y a une ligne d'explosion qui apparaît, qui va du pôle Nord au pôle Sud en passant par la Nouvelle-Zélande. Manque de bol pour la Nouvelle-Zélande. Et cette ligne d'explosion inexplicable, on ne sait pas d'où ça vient, c'est pas des bombes, c'est pas des trucs qui tombent, c'est juste, à un moment donné, ça fait un mur d'explosion, quoi. Ce mur se scinde en 2 et commence à grignoter la Terre, mètre par mètre. Et très vite, les scientifiques font des calculs, etc., et en disant que si ces murs d'explosion continuent à progresser à la même vitesse, dans 10 jours, ils se rejoindront de l'autre côté de la Terre. Oh, oups. Sur une ligne qui passe par l'Angleterre, la Bretagne, l'Espagne, un bout de l'Afrique. La Bretagne part en dernier, je vois où vont tes préférences. T'as vu ? Ah, ces Bretons insupportables. Un choix tout à fait innocent. Voilà, bon, j'avais envie que ça se passe en France, hein. C'est ce qui est pas innocent non plus. Mais donc mes personnages qui sont en France réalisent que si personne n'arrive à arrêter ces explosions, dans 10 jours, c'est la fin du monde. Ils seront probablement morts. Une grosse partie de l'humanité sera morte. Peut-être que certains auront survécu dans des abris, mais c'est la fin du monde, quoi. Et le monde entier, évidemment, se rue sur cette ligne, cette dernière frontière des survivants, là, en espérant que quelqu'un trouve un moyen d'arrêter les explosions. Donc le monde entier arrive, entre autres, en Bretagne. Comme tous les étés, j'ai envie de dire. Mais un peu plus. Et donc, embouteillage monstrueux, etc. Et mes personnages, pour des raisons qui leur sont propres à chacun, vont décider de partir vers cette ligne aussi.
Certains y sont déjà, parce qu'il y a un des personnages qui est une flic qui bosse là et qui voit le monde entier arriver dans son patelin, donc il essaye d'organiser le chaos général. Et donc ils vont tous converger vers ce point-là. Ils se connaissent pas au départ. Il y a toute une partie de road trip. Ils vont se rencontrer et ils vont. Voilà, c'est l'heure 10 jours avant la fin du monde. Et donc là-dedans, t'as des personnages. T'as des jeunes adultes. T'en as une qui est étudiante, qui allait finir son master, qui était en pleine rédaction de son mémoire. Et puis bon, bah là, d'un coup, bim, ça a plus de sens. Enfin voilà, il y a ce truc où continuer pour ce qu'on faisait n'a plus trop de sens. Et ça t'oblige à réinterroger le sens des choses, du coup. Exactement. Donc c'est qu'est-ce que tu veux, avec qui tu veux mourir, où, qu'est-ce que tu veux faire de ces 10 jours-là. Voilà, c'est ces questions-là qui m'ont... Et puis qu'est-ce que tu fais aussi quand t'es un créateur ? Ça, c'est le personnage de Gwen qui est l'écrivain dont je parlais. Qu'est-ce que tu fais quand t'es un créateur au milieu de tout ça ? J'ai l'impression que la fin du monde soit dans 10 jours, dans 10 ou 100 ans, il y aura de l'espoir jusqu'au bout. Donc c'est un peu l'histoire que tu racontes. Qu'il y aura de l'humanité jusqu'au bout. Ça va dire. Je peux vivre avec ça. On arrive vers la fin de cet entretien. Merci beaucoup. J'ai une petite série de questions, souvent pour conclure. À voir celle qui t'inspire. Si je te dis la pire épreuve que tu as eu à affronter dans la vie. C'est peut-être pas la pire épreuve, mais en tout cas, c'est le truc qu'on n'imagine pas dans ce métier-là, parce que quand on fait le métier, quand on choisit d'écrire, bah on pense qu'on va écrire et que ça va être ça le cœur du métier. Et heureusement, ça le reste. Sauf qu'il y a aussi toute la périphérie. Et je trouve que le truc le plus compliqué et le plus dur dans ce métier et auquel t'as pas pensé, c'est négocier un contrat. Non mais c'est con, mais t'as pas rêvé de ça, quoi. Tu t'es pas dit ouais, je vais négocier des contrats. Et donc t'es en train de parler écriture avec quelqu'un. Donc t'es dans l'intime, t'es en train de travailler sur un texte, sur de l'émotionnel, tout ça. Et là, bim, tu dois t'arrêter et avec la même personne parler fric. Et te défendre, toi. Tu vois, t'es toute seule et tu dois te défendre. Ça c'est le truc. Ça s'apprend, hein. T'apprends à lire un contrat. Oui, parce qu'en plus, t'as l'impression que le contrat est rédigé pour que tu le comprennes pas. En latin. C'est un peu ça. Donc ça c'est un truc. Au départ, c'est ça. C'est une langue étrangère, quoi. Et t'apprends à le faire, mais ça reste hyper dur, je trouve. Donc c'est pas la pire épreuve que j'ai eu à vivre de toute ma vie, tu vois. Mais je pense que dans ce métier-là, c'est le truc auquel on pense pas et qui est en fait le nerf de la guerre. Hein. Et il faut apprendre à faire plusieurs métiers en un, en fait. J'adore cette question parce que souvent, ça permet de se rendre compte que le pire obstacle ou le truc qui te vient quand je te pose la question, c'est jamais vraiment un truc insurmontable. Mais non. Et ça permet de réaliser tellement de choses. Maintenant, est-ce que tu me dises mais c'est la première fois que j'ai envoyé un manuscrit, ou c'est la première fois que j'ai eu un commentaire négatif, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, il y a 1000 choses que moi je vois quand je projette ton parcours par rapport au mien comme des pires épreuves, tu vois. Mais bon, non, effectivement, c'est ça la conclusion que je préfère dans ce type d'entretien, c'est de se rendre compte que venez, vas-y, on fait les trucs parce que non, mais finalement il y a les obstacles sur le chemin, il y a moyen qu'on les dépasse. Je pense que c'est faisable. Mais oui, c'est faisable. Est-ce que tu as un regret, un vrai regret ? Ouais. Alors j'essaye de faire en sorte que ça ne reste pas un regret, mais je pense que mon vrai regret, c'est je parlais du syndrome de l'imposteur par rapport à la musique, et mon vrai regret, c'est d'en avoir pour l'instant jamais rien fait. Même si je travaille dessus et puis que j'espère bien qu'à un moment donné je vais en faire quelque chose. Mais parce que tu continues la musique. Ouais, je continue la musique. Je m'y remets d'ailleurs. À un moment donné, on a un temps limité aussi dans une journée, dans une année, même dans une année. Heures. C'est ça. Un peu plus dans une année, mais dans une journée, c'est. Mais dans une journée. Je me raconte qu'il y a 24 heures dans une journée. C'est ça. Et en plus, je suis une grosse dormeuse, donc ce qui n'arrange pas les choses. Donc j'essaye de m'y remettre là. J'ai l'impression que maintenant, même si ça demande un temps incroyable, l'écriture s'est lancée. Il y a quelque chose qui est lancé dans l'écriture et que je peux
revenir à la musique de temps en temps. Là, je peux pas y mettre le même temps que celui de l'écriture, parce que l'écriture, c'est mon métier, la musique, pour l'instant, ça ne l'est pas. Peut-être que ça le deviendra un jour. Mais mon vrai regret, c'est de pas, jusqu'ici, avoir réussi à dépasser cette peur-là, ce flip ultime. Donc je me planque derrière les lignes, que je peux reprendre des milliers de fois. Mais le live, ça me flippe. Être devant des gens en vrai. Enfin, tu vois, quand quelqu'un lit mon livre, je suis pas devant lui en train de regarder, quoi. Oui. Je suis pas face à lui. Il y a une espèce de truc de voilà. Après, j'ai des retours. J'ai des gens qui viennent m'en parler, là, mais déjà, ceux qui aiment pas, en général, ils viennent pas m'en parler. Donc, c'est pas la même chose que de proposer une performance, un objet face aux gens, quoi, en live. Ça c'est un gros flip. J'espère que j'arriverai à le dépasser un jour, parce que je pense que j'ai beaucoup de plaisir à prendre là aussi et à donner. Donc, voilà. Mais ouais, pour l'instant, c'est ça. Je te le souhaite. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Ok, je vais recontextualiser un petit peu. J'étais au collège. Et en collège, en 4e, 3e, j'étais en classe musicale. Et donc, je me suis retrouvée avec tous les enfants de médecins de Saint-Malo. Oui. Entre autres. Quelques enfants de profs aussi, voilà. Mais surtout tous les enfants de médecins. Donc, à un niveau de revenus qui n'était pas du tout celui de ma famille. Par exemple. Et donc, encore une fois, en décalage, mais là, je commençais à avoir l'habitude. Et moi, je répondais, quoi. Enfin, il y avait ce truc où, quand on disait un truc que je trouvais con, je le disais que je trouvais ça con. Quand on... Enfin, j'avais ce truc assez... Quand on défendait une idée que je trouvais indéfendable, je montais au créneau. Enfin, et... Il y a une nana de la classe, je sais plus d'ailleurs laquelle c'était, mais je me souviens de cette discussion, qui m'a dit, en parlant d'un autre garçon de la classe, non mais tu vois, lui au début de l'année il t'aimait bien, sauf que t'es agressive. Tu devrais pas être agressive comme ça. Je pense que c'est le pire conseil qu'on m'ait jamais donné. Dans ce contexte, oui, de ne pas être agressive. Dans ce contexte-là, parce que c'était ne t'exprime pas, ne défends pas tes idées. Sois gentille, tu vois, on y revient. Sois mignonne, sois gentille, sois ce qu'on attend de toi. Sois ce qu'on attend d'une femme. D'une jeune fille blonde aux cheveux longs, aux grands yeux bleus. Sois cette image qu'on veut de toi. Et correspond aux attentes des autres. Correspond aux attentes des autres. Et quand je parlais de l'adolescence, en disant que c'est un moment où la pression sociale est énorme de la part des autres adolescents, c'est ça. C'est ce truc de... On veut te mettre dans la case, on veut te restreindre, il faut que tu colles au moule, quoi. Et moi, j'ai jamais collé au moule. C'est le grand problème de ma vie, mais en même temps la grande force aussi. Sauf que quand t'es en plein dedans et dans cette période-là où tu sais pas encore trop qui t'es, c'est un problème. Ça devient un problème très très vite. Mais ça, ça c'était un conseil tout pourri. Je crois que t'es jamais faite pour coller dans aucun moule, et c'est bien pour ça que t'es devenue écrivaine et autrice. C'est que écoute, réinventer tous les univers pour sortir des moules et pouvoir vivre sa vie dans toutes les directions. C'est ça, j'espère. Merci beaucoup Manon pour cette interview. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.